Ok, bien. Alors, toutes ces masses d'eau ont été différenciées en fonction de la profondeur. Ok, en sorte que, à partir de 6000 mètres, même 4000 mètres, les températures de l'eau océanique, c'est autour de 4000. C'est autour, c'est pas, ça peut être 3,8, 3,9 et 4,2, mais ça vient jamais en dessous de 2 degrés. Voici ce qui. Donc ça, c'est cette subdivision-là, vous devez la connaître. Voilà, à peu près, vous sachiez un peu. C'est vrai qu'on travaille rarement dans la zone adopélagique, même abyssopélagique, mais dans les zones étatiques et autres, il faut vraiment connaître. Oui. Télédétection. Comme hier, vous me donné la question, il a dit que les rayons du soleil n'arrivent pas à atteindre, n'arrivent pas forcément vers la zone adopélagique. Donc, c'est dit, la télédétection, on sait qu'il y a aussi celle de sources d'énergie, le soleil et puis les radars. Donc, du coup, la pénétration serait un peu difficile dans la zone adopélagique, parce que les rayons du soleil n'atteignent pas cette zone. Donc, il sera difficile de savoir quels sont les éléments qui composent cette zone-là. Là, c'est pas, je veux dire, tu as parfaitement raison. C'est la limitation des satellites, c'est cela. Quand j'ai la limitation de leur limite, les satellites ne vont pas très loin. En dehors des satellites géologiques qu'on utilise pour la recherche pétrolière, les satellites océanographiques, ça va dans les profondeurs maximales de 10 mètres, pardon, pas plus. On peut les pousser, ça peut pas. J'ai pas encore vu de satellite océanographique qui fait 100 mètres de profondeur. Non, c'est à la surface, surtout pour la couleur des océans, c'est à la surface. 2 mètres, 3 mètres, 5 mètres. Arrête même, ça va à la zone des eaux et la vie. Voilà, les eaux. Non, les eaux même, non, la zone euphotique. Euphotique. Voilà, euphotique. Voici la zone euphotique. Tout juste à la surface. Donc, comment est-ce qu'on fait pour connaître la composition des eaux? Là, on va parler des outils. On utilise des sites. Sites, ça c'est en anglais. On utilise des rosettes. On utilise des rosettes, on descend, et ça descend en fonction de ce qu'on veut savoir, en fonction de la profondeur qu'on veut savoir les choses. On referme le play, on va en parler là. Sinon, dans les profondeurs de plus de 100 mètres, il n'y a pas de satellite qui arrive à nous. Bien, donc on va continuer. Alors, lorsqu'on a vu toutes ces masses de la subdivision, bien, donc lorsqu'on a réussi à savoir comment est-ce que l'océan se subdivise lui-même, on va voir comment est-ce que l'eau a l'océan mondial va circuler. Donc, on a la circulation thermo-alignée. La circulation thermo-alignée. Donc, on voit sur ce schéma-là, cette figure. On voit. En rouge, ce sont les eaux chaudes, et en bleu, ce sont les eaux froides. Et lorsqu'on regarde, on a les eaux chaudes qui commencent au niveau de l'équateur. Et lorsqu'on regarde principalement au niveau de l'Atlantique, on a la grosse partie des eaux chaudes. Vous voyez un peu. Donc, voici l'eau chaude et elle va remonter là, passer à la mer de Bering, le Gulf Stream, elle va vers l'Angleterre, donc elle va ensuite dans l'Arctique et arriver au niveau de l'Arctique, les eaux vont se refroidir, puisque là-bas il fait froid. Donc, à mesure qu'elles vont avancer, elles vont se refroidir. Et dès qu'elles sont froides, elles vont gagner en densité. Donc, elles vont plonger. Quand elles plongent au niveau de l'Arctique,
elles vont maintenant circuler en profondeur. Ici, les eaux chaudes, c'est en surface. Quand on dit en surface, c'est jusqu'à peut-être 100 mètres ou même 1000 mètres. Mais ces eaux-là vont se mouvoir au-dessus des eaux du fond. Et lorsqu'elles vont arriver au niveau de l'Arctique, elles vont refroidir, se refroidir. Dès qu'elles sont refroidies, elles vont plonger pour rejoindre les eaux du fond. Et comme c'est un mouvement continu, alors les eaux qui vont venir vont pousser les eaux qui sont déjà là. Donc, ainsi de suite, de proche en proche, la circulation va se faire. Donc, l'eau qui se trouve en face d'Abidjan, ici, en cette année, si dans 10 ans, 50 ans, vous venez, si vous la marquez, bien sûr, que vous venez dans 50 ans, peut-être vous pourriez la trouver au niveau du Gulf Stream ou bien au niveau de l'Arctique. Dans 100 ans, peut-être, vous n'allez plus la retrouver à la surface de l'eau, mais dans les profondeurs, elle sera en train de cycler. Donc, elle va parcourir l'océan mondial, tout ça dans le fond, et lorsqu'elle va arriver au niveau du Pacifique, vers les hauteurs, elle va remonter. Donc, elle va se réchauffer, après se réchauffer, elle remonte, elle va cycler en surface de la même façon. Donc, c'est une circulation en boucle qui permet à l'eau océanique de ne pas être statique, mais de se déplacer. Et cette circulation thermohaline est générée par les deux éléments que Kofifi a cités, la température et la salinité. C'est tout. La température, parce que les eaux sont chaudes, donc elles sont légères, donc elles sont au-dessus, et la salinité aussi est faible, mais lorsqu'elles vont se refroidir, elles vont gagner en salinité, donc elles vont plonger, tout simplement. C'est comme ça qu'il faut comprendre ce schéma. Question? Bien. Alors, on le voit ici en croquis, en schéma. Donc, l'eau, ici, la formation, là, c'est la formation des eaux profondes. Comment les eaux profondes se forment? Ça a été schématisé. Donc, les eaux, là, le morceau rouge matérialise les eaux chaudes. Vous voyez, 27 degrés. Quand elles vont venir, le Gulf Stream, comme je l'ai dit, et à mesure qu'elles vont monter vers l'Arctique, elles vont se refroidir. Donc, la flèche part du rouge au bleu. Et lorsqu'elles arrivent, elles vont descendre dans les profondeurs. Sous l'effet de la calotte glaciaire, ça va faire très frais. Donc, les eaux vont gagner et elles vont rentrer dans les profondeurs. Voici. Oui. Si je comprends bien, donc il n'y a pas d'eau chaude émettie de manière naturelle. Genre, la mer, les eaux ont été créées, il n'y a pas de de manière naturelle, mais les eaux chaudes, de façon fonction des régions de la planète. Puis on sait que sur la planète, toutes les eaux n'ont pas la même température. Les eaux qui font plus froid, c'est plus chaud. Donc, quand nous c'est tous les eaux qui font plus chaud, on dirait chaud, et quelles sont les eaux qui font plus froid, tout simplement. Bien, donc on va continuer. Donc, la formation des eaux profondes, ça c'est un peu de littérature que vous pourrez certainement lire après. Mais on dit l'eau froide et dense plonge jusqu'à 2000, 3000, 3500 mètres. Donc, la circulation des eaux profondes, elle se passe entre 2000 et 3500 mètres. Mais pas à 7000, 11000 mètres. C'est-à-dire quoi? L'environnement, à partir de 7000 mètres, elle est comment? Il est comment? Il est statique. Il n'y a pas de circulation véritable en dessous de 7000 mètres. Donc, en dessous de la zone tout ça, c'est la zone il n'y a pas de circulation. Pratiquement, en tout cas. C'est pas, je vais dire, à 100%, mais c'est pratique. Donc, la circulation océanique se passe entre 2000 et 3000. Les eaux profondes. Donc, elles vont glisser au-dessus des eaux, en dessous de 3500 mètres. Naturellement,
ce qui va se passer, vous êtes d'accord avec moi que comme cette masse d'eau à 3500 mètres coule au-dessus de celles qui sont en dessous, il va y avoir brassage, n'est-ce pas? Il va y avoir brassage des eaux. Donc, les eaux du fond vont remonter quand même tout doucement dans les eaux. Voici le mouvement qui peut se faire. Donc, il va y avoir frottement et il va y avoir brassage des eaux. Mais ce n'est pas toute la masse d'eau qui va fondre dans les eaux qui sont à la partie du travail. Je ne sais pas si vous voyez comment les choses. Olivier, tu nous as suivis? Oui, oui. Ok, super. Okay. Alors, la littérature dit que cette circulation se fait en débit entre 0,2 et 0,3 Sverdrup. Le Sverdrup est une unité de mesure. C'est 1 million de mètres cubes d'eau par seconde. 1 million de mètres cubes d'eau par seconde. Donc, c'est entre 0,2 et 0,3. Du coup, c'est 200 000 à 300 000 mètres cubes d'eau par seconde. Vous voyez un peu le volume? Je n'ai pas fait de comparaison. Oui, une comparaison, c'est comparé à une chute de 3000 mètres de profondeur. Et c'est en fonction, je vais dire, c'est comparé aux chutes du Niagara. Kofi il est en Amérique, Niagara. Vous voyez les chutes du Niagara, la circulation océanique dans les profondeurs, c'est cela. L'Amazone même a un débit beaucoup plus faible, 180 000, au 0,18. Or, c'est à partir de 0,2 à 0,3. Donc, c'est ce que nous allons voir. Nous allons voir alors, à partir, ça c'est la circulation en profondeur. Maintenant, ce qu'on est en train de voir, c'est une circulation en surface. D'accord? Bon. Ce qui se passe en profondeur. Pendant que le phénomène se déroule en profondeur, qu'est-ce qui se passe en surface? Donc, en petit d, on a la formation et courant de surface. D'accord? Dans l'hémisphère nord, les courants ont tendance à former un gire horaire. En anglais, on dit gyre, d'accord? C'est bien. Gyre, mais un gire, c'est un gire horaire. On tourne dans le sens des aiguilles d'une montre. Vous voyez? Ça, c'est dans l'hémisphère nord. Tout comme ici. Voilà. Et dans l'hémisphère sud, c'est simplement le contraire. Tout ça à cause de l'équateur. Comme c'est de l'eau qui coule et que l'équateur est au milieu, donc lorsque ça tourne, ce qui est en haut a tendance à faire ça, pendant que ce qui est en bas va faire ceci. Tout simplement. D'accord? Donc, on dit que ces phénomènes sont dus à l'effet combiné de la force de Coriolis et du transport de Ekman. Ce sont deux physiciens qui ont étudié les phénomènes qui permettent la circulation des masses d'eau dans l'océan. D'accord? En schéma, nous avons cela. On a les courants de surface. On a deux colonnes de schéma ici. La toute première colonne est passée. Donc, ça, c'est dans l'hémisphère nord. Okay? Si on a un courant anticyclique, d'accord, tourne comme ça, et qu'on a une certaine divergence, il va en résulter un quoi? Un aquarium. Puisque vous voyez, les eaux vont faire ceci. Vous voyez, les eaux vont faire ça. Les eaux, vous voyez, elles remontent du fond et au niveau de la surface, elles vont s'écarter. Donc, il y a une divergence. S'il y a une divergence, alors ce qui est au fond va remonter. Il va avoir le phénomène de l'aquarium. Vous avez déjà entendu parler de ça? Voilà, l'aquarium. Donc, c'est comme ça que l'aquarium s'explique. L'inverse va entraîner quoi? Un downwelling. C'est tout simplement ça. C'est que le courant est comme ça. Et on a une convergence. Si on tourne dans le sens des équipes, donc horaire, et qu'on a une convergence, alors tout ce qui a la surface passe sédimenter. On aura un downwelling. Et c'est cela que Ekman et Coriolis ont étudié.
Alors, donc, vent cyclonique plus une divergence, voici ce que ça veut dire. Vent anticyclonique plus convergence, voici ce que ça veut dire. Upwelling et downwelling, et porte de la surface, les moyennes sont associés. Les courants géostrophiques engendrés par les gradients de pression résultants. Ça, c'est le courant géostrophique qui découle de ces mouvements-là, tout simplement. D'accord? Bien, donc, on voit ça là maintenant sous forme d'équation. C'est tout ce qu'on vient de dire là. La couche Tekman, elle est ici. Et en surface, au milieu et en profondeur. Maintenant, la couche Tekman plus la pression va donner la force de Coriolis. Donc, voici le schéma. Il y a un schéma un peu plus en haut qui est caché par voilà. OK? Vous voyez? Donc, en surface, on a les vents qui vont entraîner les autres surfaces et il va avoir aussi une pression, la pression de la masse d'eau. D'accord? Les autres surfaces qui exercent la pression, et le vent aussi qui entraîne ces mêmes eaux. Donc, l'entraînement des eaux plus la pression va donner une force U. Et donc, la somme de l'effet des vents plus la pression, c'est ça qui va entraîner la force de Coriolis. La force de Coriolis, elle s'oriente de la sorte. Au centre du mouvement, la force est très faible. À mesure qu'on s'éloigne du centre, la force devient grande. C'est la raison pour laquelle, si vous prenez une bassine, vous mettez de l'eau dedans, vous tournez la bassine, vous jetez quelque chose dedans, vous n'avez pas trouvé l'objet. Là, vous voyez que l'objet va s'éloigner. Il s'éloigne, il sera plus éjectable. Plus éjectable. C'est cela la force du Coriolis. D'accord? Donc, Patrick, merci. Voilà, donc c'est exactement ça la force de Coriolis. Tout simplement, vous pouvez faire l'expérience vous-même à la maison, vous allez voir. Maintenant, à mesure qu'on descend dans les profondeurs, l'effet des vents va se réduire. D'ailleurs, à une certaine profondeur, on n'a plus d'effet des vents. Comme je l'ai dit, à partir de 1000 mètres jusqu'à 2000 mètres, il n'y a plus d'effet des vents. Donc, le but de la profondeur, on n'a que la force G. La circulation, on est d'accord, parce qu'on a dit que les eaux marines circulent entre 2000 et 3500 mètres. Donc, voilà, à partir de 2000, c'est la circulation des eaux marines uniquement sous l'effet de la force thermo-haline, mais pas avec l'aide des vents. C'est cette portion, cette couche-là. D'accord? Et la force de Coriolis sera entraînée simplement par quoi? Que par la pression.